Le Texas, l'état de l'étoile solitaire, avec Suezville en plein essor, un énorme afflux de nouveaux résidents et un excellent barbecue. Un endroit où tout est plus grand et meilleur, mais qui reste étonnamment bon marché, avec presque pas d'impôts. Eh bien, c'est la réputation. Mais la réalité, c'est bien plus compliqué. En fait, une étude menée en 2023 par CNBC a même révélé que le Texas était le pire état des États-Unis où vivre, juste devant le désert brûlant de l'Arizona. Comment est-ce possible ? Regardons de plus près la vérité sur le Texas dont personne ne parle. Commençons par quelques bases. Le temps. Même si vous pensez que le climat au Texas est plus doux que dans de nombreux autres États, surtout si vous vivez actuellement dans le nord glacial du pays, il peut aussi être très extrême. L'État se trouve en plein milieu d'une zone connue sous le nom de Tornado Alley, qui est, eh bien, exactement CE que son nom indique. En gros, de nombreuses tornades le traversent, détruisant tout sur leur passage. En fait, le Texas fait partie des 5 États ayant le plus de tornades dans tout le pays, avec une moyenne d'environ 120 par an, ou en d'autres termes, une tornade tous les 3 jours. Les habitants du nord du Texas doivent avoir un abri souterrain proche, car ils subissent plus de tornades que la plupart des autres régions. Bien que vous puissiez généralement vous protéger des tornades en vous cachant sous terre, vous ne pouvez pas emmener toute votre maison avec vous. Des vents de 402 km/h, soit 250 miles/h, sont dangereux pour les toits et murs. Cela signifie que, à moins d'avoir une excellente assurance contre les tornades, généralement supplémentaire et spécifique, CE qui est peu probable comme vous le verrez plus tard, les tornades peuvent infliger des dégâts dévastateurs à vos finances. Si vous êtes dans le sud-est, vous n'avez pas trop à vous inquiéter des tornades, mais vous serez frappé de plein fouet par les ouragans. Presque aucune région de l'État n'échappe aux catastrophes naturelles. Le Texas étant situé sur le golfe d'Amérique, autrefois golfe du Mexique, la côte et certaines villes de l'intérieur sont donc particulièrement vulnérables. Puisque certaines des plus grandes villes du Texas, y compris Houston, la 4e plus grande ville du pays, se trouvent directement sur la côte, cela crée un énorme problème. Le 25 août 2017, l'ouragan Harvey a touché terre, juste au nord-est de Corpus Christi, s'étant intensifié en ouragan de catégorie 4 alors qu'il fonçait vers la côte texane. Les rafales de vent ont mis l'aéroport international hors service et gravement endommagé les villes côtières, détruisant des centaines de maisons et commerces à Rockport et Fulton. L'eau et l'électricité ont été coupées pendant des semaines, CE qui, comme vous le verrez, n'est pas rare au Texas. 103 personnes sont mortes dans l'État, et l'administration nationale océanique et atmosphérique, a estimé les dégâts au total à environ 125 milliards de dollars, bien que certains chiffres soient encore plus élevés. La saison des ouragans risque d'empirer avec le changement climatique, rendant la vie sur la côte texane plus risquée. Et si tout cela ne suffisait pas, en raison des conditions sèches et chaudes dans de grandes parties de l'État, le Texas est souvent ravagé par des incendies de forêt. En février 2024, l'incendie de Smokehouse Creek a débuté après la chute d'une ligne électrique causée par un poteau. En une semaine, il a brûlé plus de 1,1 million d'acres, 445 154 hectares, soit une superficie un peu plus grande que Rhode Island. Les dégâts ont fait de cet incendie le plus important du Texas et le 9e plus grand de l'histoire des États-Unis. Et nous n'avons même pas encore parlé de la grêle de la taille d'une balle de golf, des crues soudaines et des orages. Cette avalanche de catastrophes a naturellement commencé à affecter la capacité des propriétaires à s'assurer. Avec le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes augmentent, poussant de nombreuses compagnies d'assurance à imposer des primes élevées ou à refuser d'assurer les propriétaires à Houston et sur la côte. D'après Bankrat, le Texas est le 6e État le plus cher pour l'assurance habitation, avec une prime annuelle moyenne légèrement supérieure à 4 000 $ pour une maison de 300 000 $. Un Surify prévoit qu'avec l'aggravation des phénomènes météorologiques, le Texas sera 5e d'ici fin 2025. Alors, à quel point la météo s'aggrave-t-elle réellement dans l'état de l'étoile solitaire ? Eh bien, la Administration nationale océanique et atmosphérique suit la gravité des catastrophes naturelles au Texas et a montré qu'au début des années 2000, l'État connaissait environ 2,5 catastrophes météorologiques par an, causant des dégâts de plusieurs milliards. Au milieu des années 2020, ce chiffre était passé à 8,5 catastrophes météorologiques par an.
Cela a eu un impact sérieux, non seulement sur les résidents de longue date dans les zones sujettes aux ouragans, mais aussi sur les nombreux nouveaux arrivants qui ont déménagé au Texas pour l'immobilier relativement abordable. Aujourd'hui, beaucoup font face à des primes d'assurance exorbitantes, ou pire, à la perspective que les compagnies d'assurance refusent de couvrir leur maison entièrement l'année prochaine. D'autres régions de l'État subissent de forts vents. Murillo, au Texas, a été classée ville la plus venteuse des États-Unis. Le manque de végétation et d'humidité rend les tempêtes de poussière violentes dans ces régions. Et cela c'est avant même de parler de l'air, mais nous y reviendrons bientôt. Voici Denton, Texas, au cœur d'une tempête de poussière. Étrangement, le même État qui subit des sécheresses est aussi sujet aux inondations. Mais ces extrêmes impliquent parfois des restrictions d'eau pour garantir qu'elles suffisent à tous. Mais au moins, pendant ces étés texans brûlants et souvent humides, selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez compter sur la climatisation pour vous garder au frais, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être. Le Texas a un réseau électrique unique, et pas dans le bon sens du terme. Il est largement déconnecté du reste des États-Unis, un choix issu de l'esprit d'indépendance de l'État, qui s'applique même aux lignes électriques. Pour ceux qui ignorent pourquoi le Texas est obsédé par l'indépendance, voici un rappel historique. Le Texas appartenait au Mexique avant de devenir une république indépendante après sa révolte. Elle a été une nation souveraine pendant près de 10 ans, du 2 mars 1836 au 19 février 1846. La sécession est encore souvent mentionnée par des hommes politiques et citoyens texans quand la politique fédérale ne leur convient pas. Un sondage de 2024 de Redfield et Wilton Strategies a montré que 33% des Texans soutenaient la sécession. Ce n'est pas une majorité, mais c'est un chiffre important. Cette histoire d'indépendance a influencé la politique de l'État jusqu'à aujourd'hui, car les Texans ont souvent le sentiment de vouloir fonctionner sans trop d'ingérence du gouvernement fédéral. Ne me marche pas dessus, est souvent cité lors de manifestations politiques pour symboliser l'indépendance du Texas. Cependant, cela a également conduit le Texas à vouloir garder beaucoup de contrôle sur ses propres affaires, y compris, mais sans s'y limiter, la production d'électricité. Le réseau électrique du Texas tombe souvent en panne quand on en a le plus besoin, en partie à cause de l'ironiquement nommé Electric Reliability Council of Texas. Electric Reliability Council of Texas. Le réseau tombe souvent en panne lors de conditions météorologiques extrêmes, fréquentes au Texas. Vous vous rappelez peut-être quand l'État a fait la une en 2021, après la panne totale de son réseau lors de la tempête hivernale Uri. Une tempête de neige a déposé 7,6 à 15 cm de neige sur des villes comme Dallas et Austin. Peut-être que cela ne semble pas énorme, mais dans un état qui n'est pas habitué à ces genres de météo, l'électricité, le chauffage et l'eau des habitants ont été coupés. Les habitants ont allumé des feux et se sont blottis sous des couvertures pour se réchauffer. Au final, plus de 200 personnes sont mortes à cause du manque de services publics et des températures glaciales. Depuis ce moment-là, de nombreux Texans sont anxieux à l'approche de tempêtes de neige ou de vagues de froid, se conseillant mutuellement de faire des réserves d'eau en bouteilles, de nourriture et de papier toilette, même avant l'arrivée de températures négatives, sans qu'aucune tempête ne soit en vue. CE n'est jamais bon signe pour votre état quand il fait moins 4 degrés Celsius, 25 degrés Fahrenheit, et que les citoyens deviennent survivalistes. Le gouvernement de l'État a-t-il tiré des leçons de SES erreurs et agi après l'échec public du réseau électrique? Eh bien, certaines personnes ont essayé en poursuivant la compagnie d'électricité en justice. Malheureusement, le tribunal a statué que le réseau électrique privé du Texas n'a aucune obligation de fournir de l'électricité en temps de crise. Le Texas, estimant qu'un réseau peu fiable ne suffisait pas, a aussi déréglementé les tarifs de SES services publics. Bien que cela ne soit pas mauvais pour ceux qui ont des contrats d'énergie à tarif fixe, certains Texans ont encore des contrats à tarif variable. Ainsi, quand il est difficile de fournir de l'électricité, les compagnies d'énergie augmentent fortement leurs prix. Par exemple, pendant la tempête hivernale Uri, la Commission des services publics du Texas a laissé le prix de l'électricité grimper à 9 $ par kWh, contre le prix habituel de 1200 par kWh, soit une augmentation de 7400%. Cela signifie que le coût du logement au Texas, avec un prix médian de 339 500 $ en 2025, n'est peut-être pas si avantageux.
Mais laissons de côté les grands problèmes du Texas un instant pour nous concentrer sur quelque chose de plus petit. Beaucoup plus petit. Et il s'agit de l'oiseau officiel du Texas, comme certains locaux l'appellent, aussi connu sous le nom de cafard. Saviez-vous que Houston a été classée la ville la plus sale des États-Unis ? Elle a obtenu ce titre pour plusieurs raisons. Un niveau élevé de pollution, un manque de propreté, et les cafards. La ville est la première du pays pour les infestations de cafards dans les foyers. Et les infestations ne se limitent pas seulement à Houston, ni même uniquement aux cafards d'ailleurs. On trouve aussi d'énormes coléoptères, des moustiques géants, des scorpions, des fourmis de feu et des tarentules. Un commentateur texan a dit que la plupart de notre faune ici vous mord, pique ou poursuit dans les arbres. Mais il doit y avoir une autre raison pour laquelle tant de gens s'installent ici, dont Elon Musk, qui a déplacé son siège social dans l'État en partie pour fuir les impôts californiens. Peut-être à cause des impôts, car le Texas n'a pas d'impôt sur le revenu d'État. Cela peut donner l'impression que tout le monde touche le jackpot de l'argent gratuit, sauf que les impôts doivent bien venir de quelque part, car un État, surtout un aussi peuplé que le Texas, doit quand même fonctionner. Alors, d'où vient l'argent ? La réponse, CE sont les impôts fonciers. Le Texas a parmi les impôts fonciers les plus élevés du pays, avec une médiane de 1,67% et une moyenne de 1,9%, contre une médiane nationale de 1,02%. Cela signifie que la facture médiane annuelle des impôts fonciers au Texas s'élève à un peu moins de 4 000 $, contre un coût national de 2 400 $. Mais CE n'est pas le seul impôt élevé que l'État a. Il a aussi l'un des taux de taxes de vente les plus élevés, à 6,25%. Certaines municipalités locales ajoutent au manteau jusqu'à 2% de surtaxe. CE, qui fait qu'au Texas, vous pouvez payer jusqu'à 8,25% de taxes de vente sur presque tous les achats. Cela classe la taxe de vente de l'État au 13e rang parmi les États américains, sans compter les 2% supplémentaires appliqués par de nombreuses zones locales et entreprises. Ainsi, même sans impôt sur le revenu d'État, les gens ne réalisent pas toujours d'économies en déménageant au Texas à cause des autres coûts cachés. Sans parler du fait que les taxes foncières élevées, utilisées pour financer presque tout CE qu'une taxe d'État couvrirait normalement, créent d'autres problèmes, principalement dans les écoles. Aux États-Unis, les taxes foncières financent généralement les écoles publiques locales. Au Texas, cet argent finance aussi d'autres domaines, non couverts par l'absence d'impôt sur le revenu, comme les infrastructures, les services publics et la santé. Ainsi, le Texas occupe un rang plutôt bas en éducation publique, avec des préoccupations sur la qualité et le contenu. Au cours des 15 dernières années, l'État a adopté une série de lois controversées qui définissent strictement ce que les élèves peuvent ou ne peuvent pas apprendre, en particulier sur des sujets susceptibles d'entrer en conflit avec des convictions religieuses chrétiennes strictes. Dans certains CAS, les écoles ont même reçu l'instruction de présenter des informations fausses ou trompeuses. Un exemple récent remonte au début de l'année 2025, lorsque le Sénat du Texas a présenté 2 projets de loi. L'un exigeant que les 10 commandements soient affichés dans chaque salle de classe, et l'autre imposant un temps dédié à la prière pendant la journée scolaire. Quand les législateurs opposés ont évoqué une violation de la séparation Église-État, la législature du Texas les a ignorés et approuvé les projets de loi. Pour défendre le projet de loi, le sénateur Mace Middleton a affirmé « Nos écoles ne sont pas des zones sans Dieu ». 166 responsables religieux et représentants des communautés juives, musulmanes, chrétiennes, sikhs et bouddhistes ont signé une lettre contre le projet de loi sur les 10 commandements. Mais cela n'a presque rien changé à l'avis de la législature. Le Texas a aussi adopté des lois accordant aux parents et conseils scolaires plus de pouvoir pour interdire des livres dans les bibliothèques scolaires. Ils ont précisé que la mesure visait à éviter les livres au contenu grossier, mais de nombreux enseignants redoutent qu'elle interdise en fait des ouvrages traitant du genre et de la sexualité, perçus comme contraires aux principes chrétiens. Ils ont raison de craindre cela, car le Texas a aussi interdit les initiatives diversité, équité et inclusion dans tout son système éducatif. Cela interdit toute formation ou programme mentionnant la race, l'ethnicité, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, CE, qui, selon beaucoup, pourrait compliquer la vie des élèves et enseignants issus de minorités.
Une vérité souvent répétée par les habitants du Texas est que si l'État peut être un endroit accueillant pour les croyants chrétiens, il peut être beaucoup plus difficile à vivre pour ceux qui ne sont pas religieux ou qui ne sont pas chrétiens du tout. C'est particulièrement vrai en dehors des grandes zones métropolitaines. PN. America a constaté que le Texas se classait au 3e rang du pays en matière de livres interdits, avec 12 districts ayant interdit un total de 538 livres. Cependant, CE n'est pas faute d'avoir essayé. Les parents au Texas contestent constamment la disponibilité de certains livres dans les bibliothèques, puisque le Texas se classe au 1er rang du pays pour les tentatives d'interdiction de livres. En 2022, 93 tentatives ont visé l'interdiction de plus de 2300 livres. Avec toutes les interdictions de livres et les lois d'État qui entravent l'éducation, il n'est pas étonnant qu'une étude de WalletHub ait classé le Texas parmi les États les moins instruits, à la 41e place. L'État se classe également 49e en CE, qui concerne le pourcentage de titulaires de diplômes aux États-Unis. Bien que les parents aient la possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles à charte ou privées, CES dernières sont coûteuses, avec une moyenne de 11 000 $ de frais de scolarité par an, et des frais bien plus élevés dans les grandes villes comme Dallas et Houston. Elles restent accessibles surtout aux Texans aisés et de la classe moyenne supérieure, creusant le fossé entre riches et pauvres quant à l'accès à une éducation décente. Les écoles à charte sont gratuites, mais elles ont leurs propres problèmes. Notamment, elles ne semblent pas rester ouvertes très longtemps. Entre 2020 et 2022, 55 écoles à charte du Texas ont fermé. Pendant la pandémie, les élèves suivaient l'enseignement en ligne, et les écoles publiques n'ont pas eu un taux de fermeture aussi élevé. Et le problème ne se limitait pas seulement aux années de la pandémie. L'Académie Jubilee de San Antonio, Highland Park, a fermé 2 semaines après la rentrée 2023. 210 élèves se sont retrouvés sans endroit où aller, et les parents ont dû chercher des solutions éducatives à la dernière minute. Les données révèlent qu'une école à charte sur 4 échoue dans les 5 ans suivant son ouverture, et que sur 10 ans, 40% échouent. Les raisons incluent une faible inscription dans près de la moitié des classes, et la fraude, ou la mauvaise gestion dans 21,6% des classes. En d'autres termes, le parent texan moyen se retrouve souvent à devoir choisir entre une école publique en difficulté qui impose la prière, une école privée coûteuse ou une école à charte qui a une chance sur 2 de fermer en milieu d'année. Aucune de ces options est idéale, et pour de nombreuses familles, c'est un pari constant. Mais au moins, ils paient moins d'impôts. Eh bien, tout CE que les Texans économisent en impôts, ils pourraient bien le dépenser en soins de santé. Le Texas affiche un taux très élevé de non-assurés, avec 21,7% des adultes sans couverture maladie en 2023. C'est à comparer à la moyenne américaine de 11%. Le Texas devient ainsi l'État, avec le plus fort taux de résidents non assurés du pays. Donc logiquement, l'État a choisi de ne pas étendre Medicare pour les couvrir, CE qui arrive lorsqu'un État n'aime pas les impôts. Si vous prévoyez de déménager, vous feriez mieux d'être prêt à payer pour une excellente assurance privée, ou d'en avoir une fournie par votre travail. Vous pouvez aller dans l'un des hôpitaux publics de l'État à la place, mais les soins de santé publics du Texas étaient classés 42e sur 50 États en 2020, donc CE n'est peut-être pas non plus la meilleure option. CE n'est pas surprenant, car ils perçoivent peu de taxes. Donc, beaucoup de gens au Texas n'ont clairement pas accès à des soins de santé décents. Et CE n'est pas la meilleure situation. Parce que, la santé au Texas n'est pas excellente. Le premier problème, étonnamment pour un État qui possède de vastes étendues, c'est la qualité de l'air. Le Texas, centre de l'industrie pétrolière et gazière américaine, compte de nombreuses villes de l'Ouest fortement dépendantes de CES secteurs, et parmi les plus polluées du pays. Vivre au Texas, surtout dans l'Ouest, est difficile pour les personnes souffrant d'asthme ou de problèmes respiratoires. 2,3 millions de personnes au Texas vivent à moins d'1 kilomètre des exploitations pétrolières et gazières, qui rejettent plus de 8500 tonnes de pollution dans l'air, y compris des substances comme le benzène, le formaldéhyde, le méthane et bien d'autres encore. Une grande partie de l'ouest du Texas, y compris la plupart des comtés autour d'Odessa et de Midland, présente un risque de cancer qui dépasse le seuil d'inquiétude de l'Agence de protection de l'environnement. De plus, Dallas a été classée 2e pire ville des États-Unis pour les personnes allergiques en 2023,
à cause du pollen élevé et des conditions poussiéreuses de l'État. En fait, de nombreuses personnes qui déménagent au Texas développent des allergies pour la première fois de leur vie. Il y a des choses bien plus mortelles à craindre qu'un éternuement, comme le cancer. À Odessa, principalement bâtie pour les travailleurs du pétrole, la pollution de l'air est stupéfiante. Les analystes de l'air ont découvert que les niveaux de sulfure d'hydrogène étaient de 82 fois supérieurs aux niveaux acceptables pour les zones résidentielles. CE qui fait que tout sent l'œuf pourri en plus de vous tuer lentement de l'intérieur. En fait, il est fortement conseillé aux habitants de ne même pas boire l'eau. Mais CE n'est pas le seul problème du Texas. Il compte, sans grande surprise, certaines des villes les moins saines du pays. En 2023, l'État affichait un taux d'obésité de 35,5%. CE qui n'est pas le pire du pays, mais c'est loin d'être le meilleur non plus, le plaçant au 18e rang à l'échelle nationale. En 2021, l'État était aussi 18e au niveau national pour la mortalité ajustée selon l'âge. Les habitants locaux avaient un taux de maladie cardiaque près de 4% plus élevé que la population générale des États-Unis. Au Texas, l'espérance de vie est relativement courte en raison du manque d'accès aux soins, des déserts alimentaires, d'une alimentation centrée sur la viande, des polluants et d'une culture automobile favorisant la sédentarité. Les habitants vivent en moyenne 76,5 ans, contre une moyenne américaine de 77,4 ans. En parlant de la culture automobile, il y a une dépense à laquelle la plupart des Texans ne peuvent pas échapper. Posséder une voiture et payer l'essence. Même dans des villes immenses comme Houston et Dallas, les options de transports en commun sont limitées. Ainsi, 93% des foyers du comté de Harris, Houston, et 95,4% à Dallas ont une voiture, située en CES Zone, parmi les plus fortes possessions automobiles des grandes métropoles américaines. Dans les grandes zones métropolitaines comme Chicago et Washington, District de Columbia, seuls 72,5% et 62,7% des ménages possèdent une voiture. Cela ne reflète pas une différence de revenus entre les différentes villes. Au lieu de cela met en évidence l'impossibilité de se déplacer à Dallas et Houston sans véhicule. Comme le Texas s'est principalement développé après l'arrivée de la voiture, même les grandes villes sont très axées sur l'automobile. Se déplacer en bus est possible, mais reste difficile dans les vastes zones métropolitaines de l'État. Le métro n'existe pas, et les réseaux de tramway desservant des villes comme Houston et Austin n'attirent pas beaucoup de locaux. Bonne nouvelle. L'essence est souvent bon marché au Texas grâce à la forte production locale. Le prix moyen à la pompe est de 2,76 $ le gallon contre 3,18 $ fin mai 2025 au niveau national. La mauvaise nouvelle, c'est que les Texans consomment quand même beaucoup d'essence, à tel point que les économies réalisées à la pompe peuvent rapidement disparaître à cause du temps passé dans les embouteillages ou des longues distances parcourues. Et oubliez la marche comme alternative. Dans de nombreux quartiers des grandes villes, il est presque impossible de se déplacer à pied. Les zones urbaines et suburbaines, très axées sur la voiture, obligent parfois à marcher des centaines de mètres pour trouver un carrefour sûr pour traverser une rue principale. Certaines rues principales n'ont même pas de trottoir. Sans parler du fait que, puisque le Texas est le deuxième plus grand état du pays, les distances d'un endroit à un autre sont souvent énormes. Donc, les Texans ont absolument besoin d'une voiture, et de préférence d'une qui peut supporter les conditions météorologiques horribles et les routes pas terribles dans les régions reculées pour se déplacer dans l'État. Comme vous pouvez l'imaginer, dans les grandes villes où la voiture est la seule option pour se déplacer, la circulation à Houston, Austin et Dallas peut être intense. Les embouteillages sont devenus un grave problème, Houston étant désormais dans le top 10 national pour la circulation aux heures de pointe. Le trajet moyen à Houston était de 29,8 minutes, juste en dessous de Los Angeles avec 30,1 minutes, l'une des villes les plus grandes et congestionnées du pays. Le temps de trajet moyen à Dallas était un peu meilleur, à 27,8 minutes. Bien que les gouvernements de l'État et de la ville assurent aux Texans qu'ils travaillent sur de grandes initiatives de transports en commun, la plupart des Texans aimeraient le voir pour le croire. Et cela ne change rien au fait que la circulation en CE moment est un cauchemar. Tout cela semble être une mauvaise situation jusqu'à présent. Alors pourquoi les habitants ne font-ils rien à CE sujet ?
Ils peuvent sûrement voter pour le changement auquel ils croient. Beaucoup de Texans sont parfaitement satisfaits de la situation actuelle. Et ceux qui veulent changer les réglementations et les lois de l'État avec leur vote peuvent avoir du mal, car le Texas est en tête dans l'adoption de lois de suppression des électeurs. Le projet de loi numéro 1 du Sénat texan visait à compliquer le vote de nombreux Texans. Des obstacles ont été instaurés pour le vote par correspondance, et l'aide aux personnes handicapées, ou ayant des barrières linguistiques, a été fortement réduite. C'est eux, que certains disent, cibler certains groupes politiques. Malheureusement, le projet de loi est devenu une loi en 2021. Cependant, un juge fédéral a jugé que certaines parties de cette loi étaient illégales, car elles violent la loi sur le droit de vote. Bien qu'il y ait certainement de nombreux avantages à vivre au Texas, beaucoup de gens ignorent les coûts cachés et les réalités de la vie dans cet état. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.